tous les membres peuvent voter pour choisir les candidats. Le troisième aspect, c'est la définition de la plateforme politique du parti. Les membres doivent participer dans la définition de la plateforme politique du parti. Ceci peut se faire par les membres lors d'un congrès national ou par un comité de membres délégués et représentatifs des secteurs du parti. Le quatrième aspect, c'est le contrôle financier et les mesures contre la corruption. Puisque le parti est une organisation de membres, il est important que le financement du parti reflète les valeurs démocratiques et transparentes du parti et qu'il rejette toute forme de corruption. Chaque parti doit avoir une commission financière chargée de gérer les fonds du parti. Le cinquième aspect, c'est la représentativité de ses membres. Un parti démocratique doit avoir une proportionnalité des membres qu'il dit représenter, tels que les femmes, les ouvriers, les professionnels, la jeunesse, etc. Le sixième aspect, c'est les droits fondamentaux des membres. Il doit exister un contrôle statutaire et légal interne pour gérer les relations entre les membres. Ces règles doivent être en accord avec la constitution du pays, les conventions des droits humains, à titre d'exemple, les lois contre la discrimination et les lois qui gouvernent les élections et le fonctionnement des partis politiques. Il doit y avoir également, pour que la démocratie interne soit plus vécue, des mécanismes de désignation. La plupart des partis politiques, des sociétés dites démocratiques, cherchent à faire participer leurs membres en leur donnant un rôle dans le processus de sélection de leurs dirigeants locaux et nationaux, ainsi que des candidats à différents postes électifs. On parle ici du choix interne des chefs des partis. Pour l'information sur le choix des candidats au sein des partis politiques, la sélection au sein de ces partis doit être une réalité. Et la question du choix des chefs des partis politiques comporte trois dimensions importantes. La première est le degré de centralisation, c'est-à-dire le niveau local, régional ou national qui contrôle la sélection des candidats. La deuxième est la participation, c'est-à-dire qui, des membres ordinaires ou de la haute direction, contrôle le processus au niveau où la décision est prise. La troisième est la médiation, c'est-à-dire le mécanisme grâce auquel les intérêts organisés au sein du parti peuvent acquérir de l'influence. On parlera aussi de la centralisation. Dans un système extrêmement centralisé, l'instance nationale d'un parti déciderait du choix de son chef sans aucune participation des sections locales. C'est une possibilité. Cela voudrait dire qu'on trouverait à l'autre extrême un système dans lequel les sections représentant l'échelon le plus local du parti choisiraient son chef et peut-être aussi les représentants aux organes de direction nationaux. Sans l'approbation ni la participation du niveau national, comme dans nombre d'autres domaines, la pratique se situe habituellement quelque part entre les deux extrêmes. Dans la plupart des partis, les processus de sélection locaux concernent principalement les candidats locaux aux élections générales, tandis que le chef
national est choisi à l'échelle nationale. Dans les deux cas, le parti doit réaliser un équilibre difficile entre les stratégies au niveau national et les sensibilités locales. Il y a également la participation. Un cas de participation extrêmement faible serait celui où le chef du parti choisirait son équipe de direction à lui seul. Il y aurait à l'autre extrême le cas où les membres ordinaires du parti prendraient cette décision sans aucune participation ni intervention des dirigeants en place. Les partis de différents pays ont opté pour divers degrés de participation de leurs membres au processus de sélection. Depuis les élections primaires organisées par le parti, jusqu'aux élections indirectes où les sections du parti désignent des délégués à un congrès national. Pour ce qui est de la médiation, elle consiste à reconnaître et à concilier des intérêts distincts dans un parti politique et ses organisations. La plupart des partis politiques se composent d'elles, sous-unités et groupes spéciaux divers qui cherchent constamment à influencer la direction du parti et par conséquent le processus de sélection de ses dirigeants. Une médiation poussée des différents intérêts mènerait à une représentation et une participation équitable de tous les groupes distincts au choix du chef et en conséquence au comité de direction. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des mécanismes de sélection des dirigeants. Il faut réaliser, pour ainsi dire, un équilibre entre la centralisation, la participation et la médiation dans le processus de sélection des dirigeants des partis. Certains partis mettent plus l'accent sur l'une de ces idées, tandis que d'autres cherchent à toutes les inclure. Le résultat final dépend de la culture politique, de l'idéologie du parti et de ses traditions organisationnelles. Certains partis appliquent en outre des quotas internes pour diversifier la représentation au sein de leur organe de direction nationale. Les mécanismes suivants pourraient ainsi servir souvent à la sélection des dirigeants des partis politiques. La première des décisions, c'est que la décision appartient uniquement aux membres du caucus parlementaire du parti. C'est donc un petit nombre de personnes qui décident qui sera le prochain chef du parti. Cela manifeste un haut degré de centralisation et un faible niveau de participation et de médiation. Selon une autre méthode, le chef du parti est élu par un collège électoral qui se compose d'un nombre limité de personnes, comprenant par exemple le caucus parlementaire, les représentants des associations de circonscription et les représentants de sous-syndicats ou regroupements d'entreprises affiliées. Chacun de ces groupes détient habituellement une part égale des votes nécessaires pour élire le chef du parti. Ce mécanisme reflète plutôt un compromis et le souci de concilier des intérêts différents. Il y a aussi certains partis qui laissent le choix à des congrès publics très larges, plutôt qu'un seul parti. Méthode également appelée vote direct ou élection libre. Ce mécanisme présente une certaine similitude avec les élections primaires américaines visant le choix des candidats aux élections. Il met plutôt l'accent sur la participation. Une autre méthode allie une participation limitée et une vaste médiation des intérêts
en particulier ceux liés à la décentralisation. C'est le suffrage indirect. Le vote peut être limité aux membres du parti ou du Parlement et il peut s'assortir de 3 API. On assure une médiation équitable des votes en les pondérant à l'aide des résultats du vote des associations de circonscription ou des résultats obtenus dans les régions afin d'assurer la représentation des intérêts régionaux dans le choix des dirigeants du parti. La dernière méthode peut être appelée la sélection structurée, car le vote est universel pour quiconque veut y participer. Mais les résultats sont fortement structurés par la médiation, c'est-à-dire que différents intérêts ont plus de poids que d'autres. Cela signifie que le résultat de l'élection à la direction du parti sera modifié après tout, de telle manière que, par exemple, les votes des sections régionales, des ailes féminines et autres sous-unités se verront attribuer plus d'influence que d'autres. Les conséquences de ces différentes méthodes de sélection. La méthode de sélection employée par les partis politiques influe sur le nombre, sur le genre de dirigeants qu'ils élisent. La sélection par les seuls membres du caucus parlementaire du parti tend à amener à l'élection d'un chef issu du cercle parlementaire qui possède habituellement une longue expérience du Parlement. Lorsque la médiation domine le processus, les sections organisées et les organisations auxiliaires du parti jouent un plus grand rôle et les négociations entre elles peuvent être plus claires que dans les luttes internes entre les intérêts des membres. Dans la meilleure hypothèse, ce processus assure la légitimité des chefs ainsi choisis au sein de leur parti, mais il peut aussi laisser aux membres en général peu ou point d'influence sur la décision. Les méthodes qui mettent l'accent sur la décentralisation font manifestement pencher la balance du côté des candidats des États ou des régions et offrent aux personnes de l'extérieur des secteurs traditionnels la possibilité d'être choisis. Le processus de sélection ouvert, comportant un haut degré de participation des membres ordinaires du parti, tend à mener à l'élection du candidat le plus populaire et le mieux connu, souvent indépendamment de la profondeur de son expérience du travail législatif et du parti. Vu que la direction du parti n'a aucune influence sur le processus de sélection, comme c'est le cas dans la médiation des intérêts, même une personne relativement novice au Parlement et qui ne possède aucune expérience dans un poste électif peut être malheureusement élu chef de son parti. L'ouverture des mécanismes internes de sélection des dirigeants des partis à une participation plus générale ou à une plus grande démocratisation a aussi entraîné des conséquences non intentionnelles comme l'émergence de batailles internes entre des groupes ou groupuscules d'un parti, ou même le phénomène où un candidat présente sa candidature à la direction du parti sans engagement envers le parti, mais uniquement pour promouvoir une cause qu'il veut voir débattue publiquement. En général, les partis politiques, partout dans le monde, tendent à vouloir une vaste participation au choix de leur chef. Mais les décisions varient quant à la façon de réaliser un équilibre entre les différents intérêts liés aux diverses régions